Mon nom est Marie Chapdelaine, je suis la présidente du Rendez-vous de la fierté Acadie-Love. Merci de venir à cette deuxième conférence qu'on organise cette année. Ce matin, on a fait une conférence particulièrement sur la question de la transidentité et la non-binarité qui était vraiment très émouvante. Vous allez pouvoir la voir en ligne très prochainement. Bonjour et bienvenue à cette 5e édition du Rendez-vous de la fierté Acadie-Love en présentiel et en rediffusion par la suite. Tout d'abord, nous voulons rappeler que nous sommes rassemblés sur les terres non cédées du territoire traditionnel des Mi'kmaq et que ces territoires, visés par des traités d'amitié et de paix que les Malécites et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1726, sont toujours en vigueur puisqu'ils ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient de fait le titre des Mi'kmaq et des Malécites et définissent encore aujourd'hui ce qui devraient être les relations entre les peuples. Il y a 5 ans, des personnes se sont réunies afin de créer le rendez-vous annuel de la fierté Acadie-Love pour souligner la présence des communautés 2 et LGBTQIA+, dans la péninsule acadienne et dans notre société. Nous sommes très fiers de qui nous sommes et nous occupons notre place de façon active dans la grande communauté de la péninsule. Nous voulons que toutes les communautés de diversité de genre et d'identité sexuelle soient incluses dans la société et que nos droits fondamentaux soient respectés. Nous avons levé Hier. Nous avons levé hier le drapeau inclusif, celui de la transidentité et celui de la non-binarité. Nous les levons fièrement car les gestes symboliques sont importants pour nous tous. Au nom du comité exécutif d'Acadie-Love, j'aimerais remercier les conférenciers, les participants à ces 2 conférences importantes. Nul doute que cela apportera un éclairage important et que nous travaillerons par la suite pour que ces conférences soient suivies d'actions au niveau régional et provincial afin de coordonner les efforts des intervenants en fonction des besoins des populations de diversité de genre et d'identité sexuelle en milieu rural et en milieu urbain. Je vous remercie tous, toutes et tous de vos précieuses contributions et de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un bon rendez-vous de la fierté Acadie-Love 2021. Merci Maryse. Bonjour à tous. Merci d'être ici en grand nombre. Mon nom est Christian Blanchard. J'utilise les pronoms il, lui, et je suis directeur de projet pour le rendez-vous de la fierté Acadie-Love. Et c'est moi qui va donc animer cette discussion qui s'intitule « Être une personne de LGBTQIA+, en milieu rural francophone ». La première chose que j'aimerais faire, en fait, c'est peut-être décliner les diverses et nombreuses lettres de l'acronyme qu'on utilise. On nous pose souvent la question « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ou tout simplement « Pourquoi ?» Et dans le fond, je peux essayer de vous expliquer un peu. Donc, le 2E fait référence à 2 esprits, qui est une traduction littérale de « two spirit » ou bispiritualité, qui est un concept issu des peuples des Premières Nations, donc les communautés autochtones, Métis et Innu. Il s'agit de personnes qui étaient en fait très importantes dans ces communautés parce qu'ils avaient une capacité particulière pour comprendre à la fois le masculin et le féminin. La prochaine lettre, le L pour lesbienne, donc une personne qui s'identifie comme femme et qui a une attirance qui soit sexuelle, romantique, spirituelle ou autre envers une autre personne qui s'identifie comme femme. Le G pour gay, qu'on utilise plus couramment pour décrire une personne qui s'identifie comme homme et qui a une attirance sexuelle, romantique, spirituelle, etc., pour une autre personne qui s'identifie comme homme. On a bien sûr le T pour trans. Une personne trans, c'est donc une personne dont le genre et ou le sexe assigné à la naissance ne correspond pas avec le genre qui est senti à l'intérieur de cette personne. Donc, il y a vraiment une très grosse différence marquée à ce moment-là pour la personne.
Le Q pour queer. Le terme queer, en fait, est un terme parapluie qui regroupe des personnes qui s'identifient un peu en marge de la société, à l'extérieur des systèmes et des normes sociétales en place. Dans ma définition personnelle, je vois aussi beaucoup dans le mot queer une prise de position par rapport au système en place, à tout ce qui est systémique, à tout ce qui a besoin d'être changé, à tout ce qui est problématique. Donc, c'est ce qu'on pourrait regrouper dans le queer. Le I pour intersexe. Les personnes intersexes sont des personnes qui, à la naissance, ont... bon, vous savez que le sexe est composé de plusieurs choses. Il y a les organes génitaux externes, internes, les chromosomes, les hormones. Et c'est des personnes qui ont, à la naissance, à la fois des caractéristiques du mâle et femelle. Et c'est pourquoi on inclut le I dans l'acronyme, parce que ce qui est malheureux, moins maintenant, mais par le passé, vous savez, on assigne le sexe et le genre à la naissance, tout simplement en regardant l'enfant et en constatant les organes génitaux extérieurs. Mais il y a beaucoup plus que ça pour, dans le fond, désigner le genre d'une personne ou le sexe d'une personne à la naissance. Et souvent, des opérations étaient performées pour, dans le fond, confirmer le genre et le sexe de ces enfants-là sans leur consentement. Ce qui pouvait avoir des dommages quand même assez graves au fur et à mesure de leur vie. Et la lettre A qui peut, en fait, vouloir dire asexuel, donc une personne qui n'a pas d'attirance sexuelle envers aucun autre individu. Agenre, une personne qui n'a pas de genre du tout, ne s'associe à aucun genre. Ou aromantique, c'est-à-dire une personne qui ne sent pas de sentiments romantiques ou de liens romantiques avec quiconque ou autre individu. Et bien sûr, on utilise le plus également parce qu'il y a encore plus d'identités qui existent, mais il faut mettre un point à la fin d'une phrase à un moment donné. Toutefois, sachez que toutes les identités sont valides et que si quelqu'un vous dit « je suis pansexuel » ou « je suis non-binaire », il faut croire la personne. C'est important et c'est valide. J'ai avec moi ici de merveilleuses personnes qui ont accepté de se prêter à la discussion et j'aimerais en fait, tour à tour, tout d'abord leur laisser la chance de se présenter, de nous dire qui ils sont, qui elles sont, ce qu'elles font dans la vie et comment ces personnes s'identifient à la communauté de LGBTQIA+. Et j'aimerais donner la parole tout d'abord à Sylvie. Alors, bonjour. Donc, mon nom est Sylvie. J'ai grandi ici à Caraquette, mais j'habite présentement à Dieppe avec ma conjointe. Puis, moi, j'ai une maîtrise en travail social et je travaille présentement pour la ligne d'information et de référence communautaire 211 qui a débuté en octobre dernier ici au Nouveau-Brunswick. Donc, je travaille pour cette ligne-là. Puis, je m'identifie comme femme et je suis lesbienne. Puis oui, j'ai un handicap visuel aussi, donc je suis complètement aveugle, qui peut ajouter à tout le reste. Mon nom à moi, c'est Louise Cormier. Moi, je m'identifie comme femme, lesbienne. Je suis en relation de couple. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. On est tough, hein? Oui. Ça fait que moi, je suis psychologue de profession. Je travaille à Amherst, en Nouvelle-Écosse, dans une clinique de santé mentale publique. Moi, c'est Samuel Leblanc. Je suis transgenre, premièrement. Puis, je suis porte-parole pour le rendez-vous de Fierté d'Acadie Love cette année. Puis, en ce moment, je m'en vais en 12e année à l'école L'Odyssée à Moncton. Moi, mon nom, c'est Mathie Melançon. Je suis une personne non-binaire. J'utilise les pronoms IL et aussi elle. Je travaille présentement comme baker, quelque chose comme ça, dans un grocery store appelé l'Indépendant Beresford. Puis j'ai grandi dans le côté plus à Saint-Anne, Bouctouche, dans ces places-là. Allô tout le monde, moi c'est Danica Roy. Je suis pansexuelle et j'utilise le pronom elle. Je viens de la ville de Beresford, qui est pas trop loin. Puis moi, je suis une cosplayer, comédienne. J'ai fait mon bac en art dramatique à l'Université de Moncton.
Malheureusement, à cause du COVID, on n'a pas pu faire beaucoup de choses dernièrement, mais je suis contente d'être une scène, finalement. Puis, en ce moment, je travaille à la confiserie Andrea à Bathurst. Si vous voulez du chocolat, venez nous voir. Fait que je pense que c'est ça. Bonjour, mon nom est Pierre Maigrat. Je suis musicien de formation et je gagne ma vie comme agent communautaire dans les écoles du district scolaire francophone Nord-Est. Je suis homme, gay, et nouvellement, j'apprends qu'on doit dire, j'utilise les pronoms « il » et « lui ». C'est ça, je suis de Pocmouche, pas loin d'ici. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup à tous. Dans le fond, si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour avoir une conversation autour de la diversité sexuelle et de genre, autour de la ruralité et autour de la minorité linguistique. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine intersectionnalité, c'est-à-dire le point de rencontre de plusieurs points de vue différents et de plusieurs minorités en même temps. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur vous. La première question que j'aimerais vous poser, c'est, bon, comme vous vous identifiez tous, toutes et tous dans la communauté de la diversité sexuelle et de genre, comment votre processus de découverte s'est déroulé? C'est-à-dire, comment vous l'avez su? Quand est-ce que vous l'avez su? Aviez-vous des modèles autour de vous, dans votre entourage ou à la télé, sur lesquels vous pouvez vous baser? Avez-vous fait un coming out? Puis si oui, comment ça s'est passé? Non seulement peut-être chez vous, mais dans vos communautés. Comment ça s'est passé pour vous de vous afficher finalement comme vous étiez dans vos communautés? Parce que je sais que vous avez tous et toutes et tous un certain lien avec la ruralité, donc c'est intéressant de faire un coming out en milieu rural. J'en sais quelque chose. Puis à ce moment-là, avez-vous eu besoin d'aide ou de soutien? Est-ce que vous avez pu l'obtenir? Encore une fois, je pense que j'enverrai la parole à Sylvie en premier. Eh bien, moi, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par les filles. J'ai peut-être pris connaissance de ça vers l'âge de 4-5 ans. Mais, comme on a parlé un peu ce matin, en n'ayant pas de mots, de façon d'exprimer ça, pour moi, c'était normal parce que j'étais enfant unique. Et je n'avais pas de sœur. Donc, pour moi, c'était l'explication la plus plausible à ce moment-là. En grandissant en milieu rural, je trouvais que, bon, j'étais attirée par les filles. J'avais entendu parler de l'homosexualité avec tout ce qui se passait au niveau du sida, surtout au niveau des hommes et tout ça. Et malheureusement, autour de moi, il n'y avait pas de modèle ou de visibilité. Il y avait des personnes qu'on pointait du doigt, que dans mon entourage, on disait que cette personne-là est peut-être gay ou quoi que ce soit, mais jamais de confirmation. Alors, ça a été un sujet vraiment tabou. J'ai seulement fait mon coming out une fois que je suis partie de la région de Caraquet. J'ai déménagé à Ottawa pour mes études. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré des couples dans mon programme. J'ai vécu en résidence sur le campus universitaire, donc j'ai rencontré des gens là-bas. Et j'ai pu trouver les mots pour expliquer vraiment ce que je vivais. Mais j'ai consciemment mis tout ça de côté pour me concentrer sur ma carrière. Puis, c'est une fois que j'ai été installée dans le milieu de travail que j'ai finalement décidé que j'étais à une bonne place dans ma vie pour faire mon coming out. Donc, ça a été fait par une lettre. Et puis, les gens que je pensais qu'ils réagiraient bien ont moins bien réagi. Les gens que je pensais qu'ils allaient mal réagir ont très bien réagi. Alors, ça a été une grande surprise pour moi. Il a fallu que j'aille chercher de l'aide pour pouvoir composer avec tout ça. Parce que le fait de rencontrer quelqu'un, ça a confirmé encore une fois le coming out. Donc, ça a été une autre étape à franchir dans la famille, avec les amis, tout ça. Quand il y a eu question de se marier, ça a été une autre étape à franchir, à redéfinir mon coming out vraiment. Alors, ça a été un long processus.
Mais j'ai été chercher ce que j'avais besoin comme aide. Je travaillais déjà dans le domaine de la santé mentale, parce que mon premier bac, c'est en ergothérapie et je travaillais en psychiatrie à ce moment-là. Donc, j'avais les ressources, j'avais les collègues avec qui parlaient, qui discutaient. Donc, le cheminement n'a pas été facile. Il y a eu des défis. Le fait que je suis aveugle a ajouté aussi, parce qu'en n'ayant pas de modèle de visibilité proche, j'avais encore moins de modèles avec un handicap. Donc, je me demandais tout le temps comment je serais acceptée dans la communauté LGBTQ+, etc., ayant un handicap. Donc, ça a été un autre point qui a fait qu'à hésiter. J'ai hésité longtemps avant de faire mon coming out. Grâce à l'Internet, j'ai pu trouver des ressources, j'ai pu trouver des gens qui étaient handicapés, qui se disaient gays et tout ça. Surtout au point de vue de la communauté sourde, mais là, ça cause un autre problème. Mais grâce à l'Internet, je pouvais communiquer avec ces gens-là, puis au moins, c'était en quelque part des modèles, un début. Puis, tout récemment, j'ai trouvé d'autres gens dans le milieu qui ont des problèmes visuels. Alors, mais c'est très récent. C'est sûr, s'il y avait eu plus de visibilité, plus de modèles, j'aurais probablement fait mon coming out plus jeune, peut-être à l'adolescence, mais n'ayant pas eu ces ressources-là. Et moi, même si j'ai grandi au niveau de la polyvalente dans les années 90, on n'en parlait pas à l'école. L'homosexualité n'était pas dans le curriculum du tout. On parlait de suicide, de troubles alimentaires, etc. Mais on ne parlait vraiment pas d'homosexualité, donc je n'avais pas encore les mots pour vraiment exprimer ce que je vivais. Donc, en gros, je crois que ça fait le tour de mon cheminement. Merci, Sylvie. Louise, pour toi? Moi, ça a été un long processus. Puis là, des fois, je me dis, si j'aurais su, en tout cas, si j'avais pu m'accepter pour qui j'étais beaucoup plus jeune, ça m'aurait sauvé des problèmes. Parce que moi, j'ai seulement admis ça quand j'arrive à la trentaine. Donc, mais pendant toute mon adolescence, pendant ma vingtaine et tout ça, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la dépression. J'ai fait... puis en tout cas, c'était noir des époques. Puis... ouais. Puis dans ce temps-là, je disais tout le temps, moi aussi, je n'avais pas de sœur. Moi, je viens d'une famille... Je viens de Dieppe. Je viens d'une famille, j'ai 2 frères, 2 petits frères, mais ils sont 6 pieds, là. Puis ils me disent souvent, c'est une attitude. Mais... c'est ça. Ça fait que ça a été... Mais je me disais tout le temps, c'est parce que j'ai pas de sœur. Donc, tu sais, j'aimerais avoir une amie fille. J'avais pas... Je faisais tout le temps... J'étais tout le temps la 3e d'un groupe. Puis les 2 autres étaient des amis proches. Puis là, c'est comme si... là, j'aurais aimé ça. Un peu comme un third wheel. Oui, c'est souvent, je me décrivais comme un third wheel. Quand je suis arrivée à l'adolescence, il y avait des professeurs vers qui je me sentais attirée, puis je me disais, je dois avoir un problème avec ma mère. Comme tu sais, là, que j'ai pas eu ce que j'avais besoin avec ma mère, même que là, j'ai fait de la thérapie, et puis tout ça. Là, moi, j'ai passé 8 ans chez les religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ça fait que j'étais sûre. Puis pendant ce temps-là, là, je me questionnais pas non plus. Je coupais ça, j'avais pas besoin de ça. Mais vous pouvez m'imaginer, je vivais avec des femmes à plein temps. Et puis là aussi, d'un coup, je passais des choses. Puis là, encore là, je me disais, ça doit être, tu sais, ma mère. Quand je garde ça, c'était de l'homophobie internalisée. Puis là, quand je suis sortie, j'ai eu la chance d'avoir une roommate. Puis, c'est la première fois que je me suis laissée, ou je me suis donné la permission de tomber en amour. Puis ça a fait toute une différence dans ma vie. Puis c'était très fort, en tout cas. Puis là, je me disais, OK, là, il faut que j'annonce ça, il faut que je fasse un coming out.
Mais là, on a cassé. Parce que je me disais, je vais attendre, je suis avec quelqu'un, puis là, j'ai obligé de dire ça. Puis je m'en souviens, ça avait fait très mal, hein, parce que là, quand on s'est séparés, bien là, en tout cas, il a fallu qu'on déménage. Puis je m'en souviens, mes frères, comme, ils ne comprenaient pas ma peine, puis ils ont dit, ben Louise, c'est juste une roommate, c'est pas comme si tu allais rester avec elle tout le reste de ta vie. Mais maintenant, on parle encore, des fois, je suis encore... c'est ça. Mais après ça, à un moment donné, j'ai fait mon coming out, mes frères, mes amis, mon milieu de travail, pour moi, ça a été un gros, gros support. Eux autres l'ont probablement su avant tout le monde. Puis à un moment donné, il a fallu que je m'assoie avec mes parents. Puis eux autres, ils ont très bien réagi. Oh, jeez. Parce que pour eux autres, ben, ils me connaissaient, puis c'était comme... Eux autres, ça ne change rien. Ouais. Ça fait que pour eux autres, au contraire de Sylvie, nous autres, avec mes parents, ça a été beaucoup plus facile avec ma famille. Hein? Comme les autres, ils nous ont supportés du début. Puis même que Sylvie avait un handicap, ça ne faisait pas de différence. On se souvient même que ça ne fait pas longtemps, là, un jour d'action de grâce, ben, mon père, quand ça venait à remercier pour dire ce qui était le plus, ben, c'était comme mes sorties avec Sylvie, puis tu sais, c'était, en tout cas. Puis là, je vais terminer probablement excessif, mais à un moment donné, il a fallu, je dis, la dernière personne à qui je voulais vraiment faire un coming out, puis que je voulais vraiment dire, c'était ma grand-mère. Parce que j'étais comme la seule des petits-enfants qu'elle allait la voir pour commencer avec. Elle avait 99 ans. Puis, on allait se marier. Puis je me disais, je ne peux pas ne pas lui dire que je me marie, parce que comme elle va l'apprendre, puis là, ça va lui faire de la peine. Ça fait que je m'en vais la voir un vendredi saint. J'avais prié beaucoup. Ce service-là, le vendredi saint, j'ai prié beaucoup, 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 parce que je m'en allais voir ma grand-mère, puis j'allais lui annoncer. Puis c'est souvent qu'elle disait, ben Louise, tu vas-tu te marier? Puis, cette fois-ci, elle n'a pas demandé ça. Puis j'ai dit, oui, je me marie. Je me marie au mois de mai. Puis là, elle dit, quoi? Puis là, elle disait comme... Puis elle avait rencontré Sylvie. Mais l'affaire avec Sylvie, puis son handicap, tout le monde croyait tout le temps que c'est, c'est la pauvre petite handicapée que Louise prend soin. Ça a souvent été le cas aussi. Hein? C'est comme ça. Pas... Oui, comment j'avais eu ce job-là. C'était un petit payant. Tu sais, ça fait que ça passait. Puis quand tu fais des voyages, puis tu n'as pas besoin de dire, des fois, ça passe mieux aussi. Là, comme, pour nous autres, quand tu as peur que le monde sache, quand tu loues un hôtel, puis tu ne sais pas trop comment ils vont t'accueillir, ben, quand tu es avec quelqu'un, c'est pas rien pour ça que je t'ai dans ma vie. Mais oui, quand je suis arrivée... C'est ça vous dire. Quand je suis arrivée voir ma grand-mère, puis là, elle dit « Avec qui? » Puis là, je disais... Puis là, elle n'entendait pas bien. Puis là, sa porte était ouverte. Ça allait vivre dans le foyer. Là, j'ai dit « Avec Sylvie. » « Avec Steve? » Puis là, j'étais comme « Non, mais mère, avec Sylvie. » Avec... Puis là, tout d'un coup, ça a cliqué. Puis là, tout d'un coup, elle dit « Ben, comment vous faisiez pour... » Puis là, dans ma tête, là, je pensais, comment je vais expliquer, tu sais, l'amour lesbienne, comment on fait ça, tu sais, avec des mots qu'elle va comprendre, puis qu'elle est sourde, puis qu'il faut que je crie, puis que tout le monde va entendre. Puis là, tout d'un coup, elle dit, Mémé peut s'imaginer. Puis là, elle dit, je comprends pourquoi que le bon Dieu m'a laissé que j'arrive à mes 100 ans. Il fallait que je voie beaucoup de changements dans la vie. Ben là, elle dit, là, j'ai vu, tu sais, j'ai vu ceci, j'ai vu ça. Puis là, je vois une de mes petites filles qui va se marier avec une autre femme. Puis elle nous a supportés. Ça a été comme ça. Ça m'a surpris. Puis en tout cas, ça a vraiment été, ça a été bien. En tout cas, je vais terminer là-dessus parce qu'on aura probablement la chance de discuter sur d'autres choses. Merci. Pierre, pour toi. Je te mets sur le spot, hein? Je ne sais pas, là. Moi, je suis de la péninsule. J'ai toujours vécu dans la péninsule. J'ai toujours été un petit enfant différent. Je le savais. Le regard était différent. J'étais efféminé. Il y a quelque chose qui ne veut pas dire rien.
Mais sur le regard d'une société, j'avais toujours ce regard-là, on me regardait avec une question. Je suis passé à... Puis à ce moment-là, non, gay, hétéro, je n'avais pas ce questionnement-là. À l'adolescence, quand je suis passé au secondaire, on me remarquait, mais de façon négative. Et à ce moment-là, à l'école, moi j'ai 57 ans, l'homosexualité, c'était une perversion. Puis, quand je passais, on me voyait trop. Et alors, ce que ça fait, ce que j'explique, c'est que j'étais toujours, on allait me crier la tapette, et j'étais rendu que je me suis enfermé à ne plus être capable de sortir j'avais de la difficulté à sortir en public parce que ce que j'entendais dans ma tête, il y a quelqu'un qui va me voir. Je peux plus, là. Il y a quelqu'un qui va me voir puis qui va me crier quelque chose. Et je suis devenu une personne qu'on appelle... J'ai dit, je suis trop gêné, je peux pas. Et puis, bon, j'ai fini par finir le secondaire. Ça a été ardu parce que dans ma tête, tout ce que je pensais dans mon cours, c'est comment je vais me rendre du point A au point B sans trop que je me fasse mal. Heureusement, à la maison, j'avais une famille, je ne peux pas expliquer, ce n'était pas des gens, mais j'avais une famille qui arrivait à me consoler. Je vais appeler ça comme ça, à me consoler. Quand j'arrivais de mon milieu qui était ardu, eux arrivaient à me consoler. Ça fait que je ne me posais pas de questions, je n'étais pas dépressif. Oui, j'allais pleurer, je pleurais. Puis là, tiens, ça passait. Je suis arrivé à l'université et j'ai étudié en musique en chant. Oh là là! Là, je me souviens que ma prof de chant de l'époque me dit « On doit avoir une conversation. » À ce moment-là, je savais. Je suis différent. J'avais tout essayé pour me mettre aux normes d'une société qui me regarde. Comment je m'assois? Tu ne croises pas la jambe. Fais attention à tes poignets. J'avais tout. Je me regardais dans le miroir, puis il faut que je sois aux normes de cette société-là. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu ne peux pas être Pierre qui acte et le vrai Pierre. À un moment donné, le faux était fatigué d'être faux. Alors, comment arriver? Il fallait que je revienne au Pierre qui était... Mais je ne me connaissais plus. Comment arriver à le remettre de nouveau, le vrai Pierre? Je suis allé à l'université, mon prof m'a rencontré, il m'a dit, Pierre, bon, là, il faut que tu le dises. J'ai dit... Elle dit, t'es gay? J'ai dit, oui. OK. Et j'ai vécu à Moncton ma vie et j'arrivais chez nous, c'était encore caché. Je ne l'avouais pas. J'ai avoué, oh mon Dieu, très tard, je n'ai pas 40 ans. Mon papa est décédé, et puis, je me souviens, je faisais partie d'un groupe, on faisait des tournées, et c'était encore là. Quand on met quelque chose sous le tapis, le tapis, il lève, puis ça revient toujours. À ce moment-là, c'est une chose bien banale. Je passe devant le cimetière, puis je parle à mon père. Puis je dis, faut que tu fasses quelque chose. Là. Ça allait tellement pas que j'ai dit, je lui ai parlé, j'ai pensé que c'est ma dernière ressource, que ça se fasse ou que ça ne fasse pas. Et puis, j'avais un concert le soir. Ça fait que je suis arrivé à ma mère. Je suis arrivé 15 minutes avant le concert, puis j'ai dit, je vais te dire quelque chose. Elle a dit, quoi? J'ai dit, je suis gay. Bon, on se prépare, on s'en va au concert. Et je lui ai dit,
est-ce que tu savais? Elle dit, oui, j'ai toujours su. Ben, j'ai dit, comment ça fait, tu m'en as jamais parlé? Elle dit, c'était pas à moi d'en parler, c'était à toi d'en parler. Je le savais et tout. À partir de ce moment-là, il s'est créé une libération parce que ce qui était plus important pour moi, qui m'avait soutenu toute ma vie, mes parents me disaient, OK, garçon, tu n'es pas différent. Toi, en tant que personne, tu n'es pas différent. Tu n'as pas de différence. Tu es qui tu es. Le regard qu'on te pose est différent. Mais nous tous ici, on est uniques. Et à l'intérieur, on n'a pas de différence. Pour moi, je n'ai pas de différence. Je ne me considère pas comme différent. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé pour que j'arrive à qui je suis aujourd'hui, je remercie que j'ai vécu ça parce que ça fait qui je suis. Oui, il y a eu des choses négatives, des choses positives, mais tout ça a fait qui je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est positif. Merci, Pierre. C'est intéressant les mots que tu as utilisés, avouer. Tu dis avouer ton homosexualité, puis ça revient un peu à ce que Louise disait d'une espèce d'homophobie internalisée, parce que avouer, c'est avouer une faute, alors que ça ne l'est pas. Puis je pense que justement, quelque part, on peut passer de l'aveu, si on sent que c'est une faute, à l'affirmation, au moment où on sait qu'on a le droit, et c'est qui on est. Très intéressant. Mathie, Danica? OK, je vais y aller. OK, là, on va commencer du début. Là, j'écoutais tout le monde parler, puis j'étais comme, c'est quand ça a commencé, cette histoire-là? Puis là, je m'en rappelle comme clair comme de l'eau de roche, un cours en 5e année, où ce que la prof était au tableau, puis elle nous parlait que ça arrive parfois qu'un homme aime un homme, et une femme aime une femme. Puis j'étais comme, ah! OK. C'est la première fois que j'en entendais parler. Puis, tu sais, c'est comme si ça a tout le temps resté dans ma tête après, puis comme, j'y pensais souvent, mais je pensais pas que j'étais comme ça parce que, tu sais, t'es tellement jeune, puis tu fais pas vraiment la différence encore non plus entre aimer quelqu'un, être attiré par quelqu'un ou comme vraiment vouloir être ami avec quelqu'un, puis tout ça. Fait tu sais, je savais pas trop. Fait que quand j'ai arrivé au secondaire, c'est là que vraiment, j'ai commencé à me dire non, je pense que les femmes m'intéressent plus que je pense. Puis, au secondaire, par exemple, j'ai pas fait mon coming out tout de suite parce que ça me stressait trop, parce que j'étais... Tu sais, il y a stéréotypes de lesbiennes qui a grandi ou qui étaient beaucoup amies avec des garçons. Moi, au contraire, toutes mes amies, c'était des filles. Puis ça me stressait beaucoup de faire mon coming out avec eux et de là, elle n'a pas de crush sur moi. Non, elle n'a pas de crush sur moi. Ça me stressait, cette situation-là, parce que, tu sais, c'était mes amis, puis je voulais pas perdre ça au secondaire. Surtout, tu sais, t'as vraiment besoin de tes amis. Fait que tout le long de mon secondaire, j'avais ça dans la tête, puis je n'ai pas parlé, j'ai gardé ça en dedans. Ça faisait mal, mais rendu à l'université, je me suis dit, OK, là, je m'en vais à l'université, je change complètement de place, je m'en vais à Moncton, tu sais. Fait que là, je vais faire mon coming out là-bas, tu sais. J'arrive à l'université, je suis lesbienne maintenant. Puis là, en arrivant à l'université, je commence à m'intéresser aux hommes. Là, c'était compliqué. Parce que là, j'étais comme... Tu sais, quand tu veux faire ton coming out, mais là, tu veux pas avoir cette étiquette-là dans le front de lesbienne ou comme... C'est comme si tu fais ton coming out une fois, après, c'est difficile de le refaire. Fait que je voulais pas faire mon coming out une fois sans savoir exactement quel label que j'allais me donner, tu sais. Encore là, les labels, là, ça devient compliqué. Mais après ça, j'ai fait une grosse dépression parce que justement, j'étais tellement mélangée, puis je comprenais pas vraiment comme... Je m'avais fait déjà dit beaucoup que la bisexualité, c'était pas
c'était pas valide. C'était, il faut que tu choisisses l'homme ou la femme, là, that's it, là. Fait que, j'avais tout le temps ça en tête, fait que je me disais, ça se peut pas, comme, va falloir que je me choisisse un côté, tu sais. Fait que là, j'ai fait une grosse dépression après. J'ai arrêté l'université pour 1 an. Puis, j'ai rencontré un ami qui est devenu mon meilleur ami, qui était ouvertement bisexuel, puis ça m'a beaucoup aidée. Puis, fait que là, je me suis dit, OK, comme bisexuel, ça va être ça. Fait que quand j'ai retourné à l'université finir mon bac, il y a une soirée, j'ai fait, je peux plus garder ça dans moi, il faut que j'appelle mes parents puis je leur dise. Fait que là, j'appelle mon père, puis j'en parle, mon père. Ben oui, c'est correct, là. Je sais pas pourquoi tu t'en faisais avec ça, tu sais. Puis ma mère aussi, comme les deux étaient vraiment d'accord avec ça. J'ai pas eu de problème avec ma famille, mes grands-parents, tout le monde était correct avec ça. Fait que là, j'ai comme, tu sais, j'étais vraiment ouverte, puis j'étais bisexuelle, puis ça. Après, j'ai eu une conférence avec River of Pride à Moncton sur les différents termes de comme LGBTQ+, puis c'est là que pansexual a sorti. Puis que je m'associais beaucoup plus à ça parce que pour moi, dans ma tête, bisexuel, puis ça, c'est différent pour tout le monde, là. Mais pour moi, c'est vraiment 2. Bi, c'est égal à 2. Puis moi, j'aimais pas juste les femmes, pas juste les hommes, peu importe la personne. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment accroché sur pansexual. Puis de là, après, avec mes parents, ils ont peut-être écouté la vidéo et savoir que je suis pansexual et not bi. Mais parce que je me suis tout le temps dit, c'est plus compliqué, mais j'essaie tout le temps de le mettre là, le pansexual à cette heure, à la place de bisexual. Puis après cette révélation-là, j'ai assisté à mon premier Pride Parade à Moncton. Et de voir tout ce monde-là fier d'être qui eux autres étaient, m'a comme, tu sais, donné confiance que moi aussi, je peux être fière de qui ce que je suis. Puis, en octobre dernier, j'ai rencontré Matty. Puis, c'est comme si j'ai été obligée de faire un deuxième coming out à ce moment-là parce que j'avais fait mon coming out à ma famille environ il y a 4-5 ans. Puis, mais j'ai jamais été en couple avec une personne comme soit une femme ou une personne non-binaire. Fait que, dans ma tête, il fallait que je fasse un nouveau coming out parce que là, j'étais vraiment en couple avec quelqu'un. Puis c'était comme l'écrire, comme le dire pour vrai, tu sais. Fait que là, j'ai fait un deuxième coming out après ma sœur qui a aussi fait son coming out en tant que lesbienne. Mais à cause que moi, j'étais avec une personne non-binaire, je me suis fait dire par des personnes que mon coming out est encore plus difficile à entendre que celui de ma sœur lesbienne. Ça a été très difficile, mais maintenant, tout est correct. Et ma famille aime beaucoup Matty. C'est ça mon histoire. Ben, moi, ça n'a pas été facile non plus. Comme on dirait, j'ai quasiment, comme Danica, eu 2 coming out, ou peut-être même 3. Pour moi, j'ai tout le temps su que j'étais attirée plus comme à des personnes qui s'identifient comme femmes ou même qui seraient comme non-binaires, plus sur le côté femme. C'est vraiment comme... Je sais qu'il y a un terme pour ça, mais je ne suis pas encore trop certain. C'est comme plus le spectrum femme, comme quelque chose comme ça. Je le savais tout le temps d'une jeune âge. Puis moi, mon coming out, c'était un peu comme un coming out forcé. J'avais dit comme à ma meilleure amie, comme, dans ce temps-là, je suis lesbienne, puis ces choses-là. Puis elle l'a dit à ses parents, elle. Mais ses parents n'étaient pas en accord avec ça. Mon messager, du coup, était comme, on veut plus que tu parles à mon enfant. Puis l'école à Clément Cormier, c'était comme une école qui parle beaucoup. Là. C'est comme la minute qu'il y a de quoi, la drama sort tout de suite. Là. So, comme j'ai pas eu la chance, j'ai eu un gars qui était dans ma classe, arrive à moi, puis comme, t'es-tu lesbienne? Puis j'ai pas eu de choix de comme du coup, là, on dirait, c'est l'anxiété m'a pogné. J'étais comme, ouais. Puis c'est de même que tout le monde l'a su. Puis je me dis, oh non, comme Clément, comme ça va, avant que je me rende chez nous, l'école, mes parents le savoir, là, j'ai pas de choix de faire de quoi. So, éventuellement, je n'ai parlé avec ma mère. Puis ma mère était comme, tu sais, je le savais, puis c'est OK. Puis ils n'ont jamais vraiment parlé plus que ça après. Mais le dire à mon père, c'était pas si tant facile que ça, comme... C'est pas des gens très religieux, mais à chaque Noël, ils allons à leur messe de minuit. Puis c'est des gens quand même un peu. Puis quand j'ai dit tout de suite, c'était la Bible. C'était, tu vas avoir une vie difficile, puis la Bible dit ça. Puis je l'ai trouvé un petit peu comme hypocrite parce que lui faisait toutes sortes de choses d'autres façons. J'étais comme, OK. Puis ça, c'était plus comme pour mon adolescence, mon teenage year.
Puis c'est vraiment plus quand j'ai été comme plus 19 ans, 20 ans dans ces alentours-là, que j'ai travaillé à un call center. Puis il y a ce gars ici qui arrive à moi puis il dit « T'es-tu un homme ou une femme? » Puis je dis « Ben voyons, comme je suis une femme. » Je ne m'avais jamais vraiment posé la question. Mais j'avais venu à voir que ça me botherait pas, c'est que ça fait de l'allure. Tu sais, qu'il m'avait posé ça, puis j'étais comme « Ah, ben, c'est moi, ça me dérange pas. » Puis j'ai venu à y penser plus, puis ça était vraiment du beau transgender, comme de transitionner de femme à homme. Puis je pensais que c'est ça que j'étais. Parce que j'ai tout le temps été chicken tomboy, je portais pas de make-up, puis ces choses-là. So je me dis, ben, je dois être transgender. J'ai tout fait les démarches, j'ai été voir les psychologues, les thérapeutes, tout ça, pour faire les démarches pour avoir la testostérone, pour transitionner médicalement. Puis j'ai transitionné médicalement pour environ 1 an et demi. La dernière, comme et demi, c'était comme plus on and off, parce que c'est des traitements quand même très coûteux. Comme c'était 75$ pour comme 1 mois et quelques là. C'était extrême. Puis là, j'ai fait comme la transition, mais on dirait qu'il y avait tout le temps quoi qui était comme encore wrong. On dirait qu'il y avait quoi que je manquais puis que je pouvais pas mettre le doigt dessus. Puis la personne que j'étais avec, moi, j'étais en couple avec quelqu'un pour 6 ans, qui identifiait comme pansexual. So je m'ai dit, je peux te parler de n'importe quoi, t'es pan. Puis c'était pas vraiment le seul cas. Comme elle était OK avec anybody qui était comme transgender, même si t'étais gender fluid, comme elle essayait de comprendre. Mais ça a venu à un point que quand moi, j'étais comme, ben, je me sens peut-être plus comme femme des journées, puis plus homme d'autres journées, puis ça, puis comme c'était comme, non, not having any of it. So, finalement, la pandémie est arrivée, puis là, j'ai pu comme, me séparer de ça, puis vraiment pouvoir focuser sur moi. Puis en rencontrant Danica, puis comme elle est tellement supportive, tellement comme ouverte à tout, j'ai pu comme y en parler un petit peu. Vraiment, je me sens plus confortable avec le terme non-binaire. Je suis pas sûre encore comme pour les genders puis tout ça. Comme avec les pronoms, c'est pour ça que ça me dérange pas beaucoup. Comme si quelqu'un m'appellerait lui, je suis comme OK, c'est whatever, c'est pas de trouble. But pour moi, on dirait c'est vraiment comme juste gender is what it is, puis tu t'habilles comme tu veux, tu t'identifies comme tu veux, puis ça devrait pas matter comme qui ce que t'es. But quand j'ai dit ça à mes parents, c'était moi puis ma mère, on a tout le temps eu comme une relationship qui était plus rocky, puis je n'ai pas parlé à elle pour une couple d'années sur quand ce que j'y ai dit, tout ça, elle était comme OK, mais on se parlait pas on a day-to-day basis. So, elle est pas mal supportive, comme là, je lui parle beaucoup plus, puis elle est OK. Mais mon père, ça y a pris un petit peu plus de temps. Comme j'allais voir ma famille, puis il m'appelait encore pas mon nom que j'identifie plus. Puis c'était des affaires de même, ça c'est beaucoup plus tough. Puis au jour d'aujourd'hui, essayons, là, comme mes grands-parents essayent beaucoup plus, puis ça. Puis so, j'apprécie ça. Ben, c'est encore un work in progress, on dirait, à se trouver. Ça c'est moi. Merci. Samuel? Ben, moi, j'ai fait mon premier... J'en ai fait comme 2 ou 3 des coming out, là, aussi. Mon premier, c'était à l'âge de 11 ans. Puis j'ai texté ma mère parce que ça faisait pas mal toute ma vie que c'est ça, j'ai toujours été plus masculin comme enfant. Puis il y a même des photos de moi que je m'avais dessiné une barbe sur la face, des choses comme ça. Ça fait que... C'est ça, vers l'âge de 11 ans, j'ai fait un petit peu de recherche parce que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis moi, c'est ça, j'avais pas entendu parler de ça à l'école non plus. Ça fait que c'était pas quelque chose que je connaissais beaucoup. J'ai décidé de faire la recherche à travers de Google, puis YouTube, tout ça. Puis c'est là que j'ai trouvé pas mal mes ressources dès le début, là. Puis c'est ça qui m'a amené à texter ma mère. Puis je lui ai fait deviner c'était quoi, parce que j'avais pas encore comme la force de le dire. Puis ça l'a pris comme 15 minutes de deviner. Puis à la fin, elle m'a demandé si je voulais être un garçon. Puis à ce point-là, moi aussi, ça m'a pris comme un autre 15 minutes. Puis finalement, j'ai répondu que oui. Puis ça, c'était pour le premier coming out. Ça a bien été. Toutes les choses étaient bien dites, mais on n'a pas agi après ça. Ça fait que c'était comme une bonne année avant qu'on s'en reparle. Puis ensuite de ça, pour mon deuxième coming out, qui était l'année suivante, je lui ai texté encore une fois. Puis je lui ai dit que j'étais bisexuelle.
Puis là, c'était correct pour elle parce que à ce point-là, elle ne pouvait pas encore faire la différence entre l'orientation sexuelle puis l'identité de genre. Ça fait que c'était soit un ou l'autre. Puis elle, c'était bien correct avec elle que je sois bisexuelle. Puis ensuite de ça, c'était juste quelques mois plus tard, je lui ai fait un autre coming out en lui demandant pour un binder. Puis c'était vers l'âge de 13 ans, je pense que ça approchait ma fête, là. Puis là, je lui ai demandé pour ça. Puis on dirait que là, on a plus tous les deux compris que c'était pas juste une phase, c'était là pour rester. Ça fait qu'on a commencé les démarches pour les hormones et tout ça. Puis c'est pas mal ça que ça a été pour le début de la transition. Avec la famille, ça n'a pas été si pire que ça. Ça a pris un petit bout avant de pouvoir s'habituer au nouveau nom et tout ça. Mais je dirais qu'avec la famille, c'était pas du monde qui était nécessairement éduqué avec ces choses-là non plus. Mais c'est du monde qui est quand même respectueux assez, puis qui m'aimait plus que tout. Ça fait que ça n'a pas été si difficile que ça pour ce coming out-là ou ces coming out-là. Puis c'est ma mère qui les a faites pour moi. Ça fait que ça a aussi aidé, puisque j'étais si jeune que ça, là. Ça fait qu'avec l'aide de ma mère, ça a été beaucoup plus facile pour moi aussi. Puis à l'école, j'ai fait mon coming out en 7e année. Là, c'était un petit peu plus difficile parce que j'allais à l'école à Dieppe, mais c'était une communauté quand même assez ouverte. Mais j'ai quand même eu quelques commentaires des gens qui... c'était clair qu'ils n'acceptaient pas ça. Puis ensuite, j'ai fait la décision de changer d'école. Ça fait que pour commencer un nouveau. Fait que c'est pas mal ça pour ma transition jusqu'à date. Merci. J'entends beaucoup de choses qui sont dites, puis on voit il y a beaucoup de particularités, beaucoup d'obstacles. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à la foi même, à la limite, tout le système religieux en place. Ça peut être au sein des institutions. Puis je pense qu'il y a aussi, encore une fois, un rapport, je pense que c'est Mathie qui en parlait, dans des petites places, tout se sait. Ça fait que souvent, ça devient très difficile d'avoir justement un lieu qui soit sécuritaire pour, de un, s'affirmer, mais de deux aussi, se comprendre puis s'explorer. Souvent, oui, on fait un coming out, puis des fois, comme on le dit, on se fait outer. C'est deux choses qui sont très différentes. Puis justement, la deuxième question que j'aimerais vous poser, selon vous, est-ce qu'il y a des situations qui sont particulières? Est-ce qu'il y a des choses qui sont particulières d'être une personne de la diversité sexuelle et de genre en milieu rural, comme dans vos vies, par rapport à votre coming out, par rapport à votre travail? Est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers au travail, à l'école, en public, avec les autorités, avec des institutions comme votre banque ou votre épicerie ou peu importe? Est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers? Puis j'ouvre la discussion à tout le monde sur le panel. Sinon, je vais nommer du monde. Je vais y aller. Danica va y aller. Moi, personnellement, j'ai pas vécu beaucoup de choses parce que je veux pas comme aller dans le stéréotype là, mais comme I don't look the typical. Tu sais comme je peux avoir de l'air straight, if that makes sense. T'as pas la tête de l'emploi finalement. C'est ça. Fait que tu sais j'ai pas de look quand je suis toute seule qui peut arriver, tu sais, ou comme mais les choses que je remarque est différent parce que j'ai quand même resté à Moncton pendant 6 ans, que les choses que je remarque est différent par chez nous, dans la région Chaleur, c'est vraiment qu'il y a un petit plus de comme résistance. Comme c'était Pride Month, puis j'avais proposé de faire une vidéo TikTok de la confiserie, puis comme de faire comme Joyeuse Pride, tout ça. Puis tu sais, ça n'a pas été tout de suite, ah oui, comme c'est Pride Month, bonne idée, nana, c'est OK, on va y penser parce que, tu sais, comme, les gens sont peut-être pas rendus là, blablabla. Puis finalement, tu sais, ça a été comme, ben non, comme, oui, fais-le ta vidéo, là, ça fait du sens, tu sais. Mais il y a tout le temps ce moment-là, dans la tête des gens, je trouve, beaucoup plus en communauté rurale, qui est comme, oui, mais les autres vont penser ça. Fait moi, c'est ça que j'ai trouvé la plus différence entre la grosse ville qui est Moncton puis la petite ville par chez nous. À Moncton, j'ai l'impression que il y a des compagnies qui font comme non,
je ne veux pas m'inclure là-dedans. Puis il y a des compagnies qui comme Full Out, mais comme, tu sais, tu n'as pas le milieu des deux, genre. Il y a comme pas grand-chose entre ces deux mondes-là. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être parce qu'on manque un peu d'opportunité d'être anonyme en milieu rural? C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux être toi-même sans danger, sans être vu, ou d'endroit pour te cacher en quelque part? Oui, ben je pense que aussi ça, c'est une des raisons pourquoi aussi que des festivals comme ceci est vraiment important pour le milieu rural, parce que ça donne un endroit aux gens d'être eux-mêmes, puis ça fait aussi montrer comme au reste de la société rurale comme, OK, il y en a beaucoup par chez nous. On ne sait pas, mais il y en a beaucoup. Ils se cachent partout. On existe. C'est ça. Sylvie, tu avais envie de contribuer à la discussion sur le sujet? Ben, c'est sûr que moi, au milieu rural, si j'avais eu les mots ou si j'avais été exposée à ce qu'est le mot de sexualité, que ce soit à l'école ou de mon entourage, c'est sûr que j'aurais fait mon coming out beaucoup plus tôt. J'aurais été capable de me l'expliquer, de me comprendre, puis d'y mettre les mots, les bons mots, si tu veux. Donc, je crois qu'on a besoin encore et beaucoup plus de sensibilisation, d'éducation. C'est sûr que maintenant, j'entends que c'est beaucoup présent dans les écoles que dans les milieux 90, mais ça ne fait pas quand même si longtemps que ça non plus. Puis, c'est encore très tabou, là. Je pense qu'en milieu rural, comme Danica a dit, tu as la réflexion, ben, qu'est-ce que le monde va dire. Ça, j'ai eu beaucoup ça avec ma famille, moi, mes parents. On va pas le dire. On va garder ça pour moi puis toi. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est que je vais peut-être rencontrer quelqu'un, mais c'est correct, on le dira pas à personne. C'est tout le temps, oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi comme parent? Qu'est-ce que tu sais, le monde va parler. Puis... C'est pour ça qu'à Noël, tu amènes ton ami à la maison. Oui. Ben, c'est encore souvent mon ami. Encore aujourd'hui? Oui, ça dépend à qui tu parles. Ça dépend à qui la famille parle. Ça dépend si c'est quelqu'un de proche, si c'est un voisin qu'on connaît pas trop. Hein. Il y a encore des discussions, il faut faire attention. Tu sais, je suis mariée, mais tu sais, c'est quand même mon ami de temps en temps. Tu sais. Ouais. C'est pas évident. J'entends aussi, on parle, par exemple, tu disais, à l'école, il n'y avait pas ça. On a la chance quand même tout de suite d'avoir des gens qui sont encore dans le milieu scolaire. Pierre, qui travaille en milieu scolaire. Samuel, tu es encore à l'école. D'ailleurs, toi-même, tu disais que quand tu as commencé ton processus, ta découverte de toi-même, tu as choisi de changer d'école pour te donner un peu comme un nouveau départ, te permettre ça. Mais toutefois, as-tu fait l'expérience de l'école en milieu rural? Ben, pas vraiment, non, parce que là, je vis à Sainte-Marie-de-Kent tout de suite, mais j'ai fait encore la décision d'aller à l'école L'Odyssée à Moncton pour garder la grande ville un petit peu. Là. Puis justement, comme quand tu étais à l'école, puis tu as senti ce besoin-là de changer de lieu, à l'intérieur de l'école, est-ce qu'il y avait des systèmes en place pour t'aider? Est-ce que tu arrivais à avoir de l'appui, du soutien, ou tu as choisi de changer parce qu'il n'y avait juste rien là pour toi? Je pense que à l'école que j'allais, il y avait certains réseaux de support, mais c'était clair pour moi qu'il y en avait plus à l'autre école. Ça fait que c'était comme il y en avait, c'était juste pas assez. Ouais. Toi, Pierre, qui travaille dans les écoles, qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet-là? Est-ce que oui, c'est vrai qu'on parle plus maintenant de la diversité sexuelle et de genre dans les écoles? Il y a eu une grande évolution. À ne pas avoir un silence complet. Quand j'ai débuté, j'enseignais. Et puis, c'était le silence complet. On ne parlait pas de ces choses-là. L'élève, on n'avait pas de moyens, on ne pouvait pas le guider. Comparativement, je vous dirais, depuis qu'il y a eu des comités de former, les districts scolaires ont pris en main de former des gens
qui peuvent aider les étudiants. Et puis, on en parle plus dans nos écoles. C'est vu. Ça fait partie d'une société, c'est vu. Et je vous dirais comme dans mon école, dans mes écoles, on a eu 7 jeunes étudiants de 6e année, 7e année, qui sont venus discuter, à savoir, tout de suite, je me pose la question. Je ne sais pas, il y avait des filles et des garçons. Je ne sais pas, est-ce que je suis aux femmes? Est-ce que je préfère les hommes? Ils se posaient eux-mêmes la question. Ce n'était pas tabou, ce n'était pas secret. C'était comme, oui, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut avoir une discussion? Est-ce que je peux avoir une ressource? On n'aurait jamais vu ça il y a 5 ans passés, là, 6 ans passés. Mais il y a beaucoup de travail de fait. Et dans nos écoles, il faut que ce soit vu. Il faut qu'on soit présent dans nos écoles. Il faut que la communauté soit là. Parce que c'est ces jeunes-là qui sont là demain. Là. C'est eux qu'il faut leur dire « Fais-toi-en pas. T'es correct. T'es normal. » Ce mot-là, là, normal, c'est correct. Ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Toi, ça t'appartient. Alors, ce que je dirais, c'est très régi par... Je ne veux pas porter de... Je ne veux pas juger, mais c'est régi par la majorité de la société que la vision, des fois, est perturbée. Là. C'est leur croyance, puis à un moment donné, il va falloir passer la ligne. On reste toujours... C'est toujours... on fait attention. Il ne faut pas déranger. Il faut déranger. Il va falloir déranger pour avancer. Et dans le milieu scolaire, c'est ça qui va devoir arriver. Bien là, on ne devrait pas faire ça comme ça parce que j'ai peur. Les parents... non, pour moi, là, je parle Pierre part, c'est qu'il va falloir déranger pour avancer. À ce moment ici, on a fait un bout de chemin, mais le prochain va devoir déranger. Merci. Justement, on parle de déranger, puis en parlant de déranger, on peut parler de représentativité, donc de voir des personnes de LGBTQIA+. C'est sans doute la dernière question que je vous adresserai. On parle de sensibilisation, on parle de visibilité de nos communautés, puis plus particulièrement en milieu rural, en milieu francophone, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous sentez que nos communautés sont bien représentées? Puis ça peut être à tous les niveaux, que ce soit dans les petites places, dans les grandes villes, au niveau du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. Est-ce que vous voyez une représentation de un? Puis est-ce que vous pensez que cette représentation-là est juste et équitable? En fait, Mathie, je serais curieux de t'entendre sur le sujet parce que la non-binarité, c'est encore quelque chose qui est sous-représenté et mal compris, j'ai l'impression. Oui, comme je vois un petit peu plus, comme especially quand je fais des affaires plus gouvernementales, comme il y avait ce nouveau genre X, je pense que c'est nommé. C'est un début, mais on dirait comme, tu sais, comment tu dis ça, un genre X, tu sais, comme c'est encore un peu comme manqué, mais c'est là. Mais vraiment pour le non-binaire, comme je trouve vraiment les seules options, c'est toujours autre. C'est toujours comme, c'est t'es femme ou homme ou autre. Puis c'est comme, OK, c'est là, mais pas là. Puis comme, je trouve, avec ça, ça s'en vient, là, mais autre que ça, dans les petites communautés, comme pour le non-binaire, ça... comme moi, je suis chanceuse, vu ce que je travaille, c'est beaucoup accepté. Comme au début, je prends, comme souvent, quand tu commences une nouvelle emploi, tu es comme, faut que je donne mon nom légal, tu sais. Parce que c'est cher de faire le changement, juste même si tu veux juste changer ton nom, comme c'est ridicule, tu payes des prix, tu remplis des papiers, c'est toutes sortes de problèmes. Donc, moi, j'ai juste décidé de garder mon nom légal.
puis elle n'est pas Matty. Souvent, comme j'ai le problème que faut-tu que je donne mon nom légal, faut-tu que je me fasse appeler par mon nom légal, c'est ça qui va être mon name tag. Tu sais jamais d'aller de place à place, puis ils ont vraiment accepting. Comme, je les avais donné mon nom légal, puis là, j'ai arrivé comme une semaine après, j'étais comme, m'appelleriez-vous Matty? Puis tu comme, oui, pas de trouble. C'est vraiment comme, ça dépend, je pense, tout de use que t'es, puis ça, ça commence, on dirait, mais il n'y a pas beaucoup de visibilité, je trouve, quand même, pour comme les trans ou comme non-binary. C'est encore plus, on dirait, comme « Oh, t'es gay, t'es lesbienne ». Puis ça, c'est beau, je suis assez happy de voir ça, mais j'ai hâte que Mickey commence plus comme pour le non-binary. Puis c'est pour ça aussi, quand j'ai vu que cette année, Acadilla avait décidé de vraiment de promouvoir la transidentité puis tout ça, j'étais comme « Bravo ». De un, parce que justement, il n'y en a tellement pas beaucoup. Puis aussi, moi, ce que j'ai vu comme de grosses différences, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai été à l'université avec Tommy Desrosiers puis Samuel. Samuel, je ne me rappelle plus de ton deuxième nom, je m'excuse. Mais ils font partie du groupe de drague qui va être ici ce soir. Oui, à 22h, il y a encore de la place. Merci beaucoup. Ah! Fait que, eux autres ont vraiment fait une grosse différence aussi. Puis je pense à Xavier aussi, avec tout ce qui s'est passé dernièrement aussi avec le pronom Yel. Je trouve qu'ils font vraiment, toute la gang, une grosse différence. Fait que on commence à voir, puis à ne pas oublier aussi que c'est des francophones. Francophone, drag queen, non-binaire. Franco-queer, Oui, non-binaire, ouais. trans, oui. Fait que, moi, je voulais juste lever mon chapeau à cette gang-là parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait beaucoup dernièrement. Oui, absolument, c'est vrai. Puis si on parle aussi de représentativité, si je reviens à ce que tu disais, Sylvie, souvent, puisque tu t'identifies comme femme lesbienne, mais que tu vis en situation de handicap, est-ce que tu sens que c'est bien représenté de ton côté? Pas du tout. Même aujourd'hui, c'est comme je disais en introduction, tout récemment, j'ai découvert d'autres personnes lesbiennes, gays, qui ont des problèmes visuels grâce à la pandémie, parce que maintenant, il y a des ateliers sur Zoom à travers l'Institut national canadien pour les aveugles. Puis j'ai trouvé un groupe là. Mais avant ça, j'étais pas au courant d'autres personnes aveugles. C'est comme... Donc, le handicap comme tel est toute une autre facette. Je suis certaine qu'il doit y avoir des trans en situation de handicap, il doit y avoir des... Mais c'est tout un autre domaine à aller explorer, à aller visiter. Et puis ouais, justement, début, à l'intérieur de la communauté de LGBTQIA+, la représentativité des personnes vivant en situation de handicap, est-ce qu'elle est là? Je crois pas. Non. Si oui, elle est très rare. Non. Je les vois pas. Je les vois pas. Non, mais Toi, tu peux dire. Sens-tu là? Mais non, mais c'est vrai, c'est que si on regarde, que ce soit dans les médias, que ce soit même, à la limite, dans les célébrations comme ici, c'est très, très rare. C'est très rare de voir cette rencontre-là entre une personne de la diversité sexuelle et de genre et une personne en situation de handicap. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plus de personnes qui ne sont pas représentées. Et ça, malgré tous les efforts qui sont mis de l'avant. C'est ça. C'est ça. Samuel, je te dirigeais la question parce qu'en rapport avec la communauté trans, au niveau de la représentativité, qu'est-ce qui seraient tes impressions là-dessus? Je pense que c'est clair pour moi qu'il n'en a pas assez, là. Surtout au niveau des plus jeunes. Je pense plus en rapport avec le gouvernement. Surtout au Nouveau-Brunswick, les chirurgies, puis tout ça, puis les hormones. Pour la chirurgie du torse, c'est pas couvert. C'est juste couvert à l'âge de 18 ans. Puis, ça fait que nous autres, on a eu besoin, je l'ai eu, mais j'avais 15 ans. Ça fait qu'on a quand même eu besoin de payer beaucoup d'argent pour ça. Puis, je pense qu'à cause de ça, ça montre un petit peu que le gouvernement n'est pas assez avancé. Puis, c'est ça, c'est clair pour moi que c'est comme ça. Puis, mais je pense qu'avec des rendez-vous comme celui-ci, ça aide beaucoup. Ça nous fait avancer avec ça. Ça fait que, je dirais que c'est ça. C'est pour ça qu'on les organise. C'est exactement pour ça qu'on le fait.
Il nous reste peut-être un tout petit peu de temps. J'aurais aimé ouvrir les questions au public s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Je vous invite à le faire avec grand plaisir. Un, deux. D'abord, merci beaucoup pour vos présentations et vos témoignages surtout. Ma question est moins à faire avec la ruralité, mais elle a, tu sais, on parle souvent de nos identités en relation avec la majorité. On parle aussi de l'homophobie intériorisée. Et moi, j'aimerais ça vous entendre sur comment on se comporte entre nous. C'est-à-dire comment l'homophobie intériorisée qu'on vit probablement à différents degrés, dépendant de qui on est, dépendant de quelle génération on est, mais comment, en fait, ça nous pose des défis d'acceptation de notre propre diversité. Hein? Comment, comme homme blanc, gay, francophone, comment je vis avec mes propres préjugés sur la transidentité ou sur la non-binarité ou sur toute cette complexité-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ou nous dire par rapport à ça? Moi, c'est une question que je me pose très, très souvent. Merci. Je peux, comme homme gay d'une génération, j'ai dû moi-même m'informer, m'éduquer. Parce que je n'avais pas de jugement, mais je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Aujourd'hui, grâce à des rencontres comme ceci, grâce à être à proximité, à entendre, j'ai compris, je comprends, je m'éduque. Et puis, en fin de compte, comme moi, j'ai voulu être accepté, j'accepte. Moi, c'est honnêtement une des raisons pourquoi que j'ai décidé de rejoindre Acadie Love, parce que je voulais être justement plus éduquée sur tous les aspects, parce que je me suis beaucoup focusée sur moi-même, qu'est-ce que moi je ressentais, comment moi je m'affirme, mais il y a tellement une panoplie de différents, comme je peux le dire, labels, là. Mais puis tout le long du mois de juin, mon Dieu, c'est le mois de juin, Pride? Ouais. Je dis le bon mois, là. Ça aurait été gênant, mais... On aurait coupé au montage. Tu vois, moi aussi, j'ai à apprendre. Puis, je vais être honnête, je peux même pas encore dire l'acronyme au complet. Comme, c'est toutes des petites choses que tout le monde a beaucoup de choses à apprendre, que tu fais partie de la communauté ou pas. Fait que, tu sais, il faut pas se refermer sur juste ce que moi je ressens. Un coup que ça, c'est coché, il faut aller apprendre avec les autres aussi. Moi, j'allais pas dire, juste, on parle d'une communauté, puis d'être une minorité, mais juste le fait qu'on met dans un melting pot toutes ces acronymes-là, qu'on ne sait pas que c'est faire avec, mais qu'à faire avec la sexualité, l'orientation sexuelle, le genre. Juste le fait qu'on nous met ensemble, bien qu'on est tellement différents, ça parle beaucoup, ça aussi. Parce que souvent, on n'a rien en commun, puis on s'attend, les gens autres s'attendent que parce qu'on fait partie de cette communauté-là, on s'entend toutes l'une l'autre, on se comprend toutes, on sait toutes, puis que ça va bien. Mais c'est pas vrai, là. Hein? Quand on parle des personnes trans, non conformes, non binaires, à l'intérieur de notre communauté, ils n'ont pas tous les mêmes droits. Hein? Puis souvent, même au Canada, dans notre province,
Tu sais, juste parce que, hey, nous autres, on peut se marier, les gays, les lesbiennes, nous autres, on a des droits parentaux, on a des droits, ceci. Là, il ne faut pas oublier, mais on a toute une partie de la communauté qui n'a pas tout acquis encore. Hein? Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils sont sur la Charte des droits humains. Hein? Ça, c'est comme 3-4 ans, là. C'est récent. Ça fait que, en tout cas, il y a ça. Mais au niveau plus personnel, parce que moi, je suis thérapeute, hein, comme une partie de mon travail, c'est que j'écris des lettres d'appui. Et puis, je peux dire que vraiment, si je suis honnête, j'ai tout le temps à me questionner par rapport à mes propres biais. Puis, spécialement à partir... Comme des fois, il faut vraiment comme que je me dise, OK, spécialement avec la non-binarité, hein, parce que c'est fluide. Puis en partie, là, je vous amène beaucoup de choses, puis ça va peut-être être enregistré. On va couper au montage. Mais en partie, moi, je travaille avec des adultes. Il y a une raison pourquoi je ne travaille pas avec des ados puis des enfants. Parce qu'il y a beaucoup plus de questions. Il faut travailler avec des parents qui ont des questions, que c'est pas sûr. Puis je sais qu'on dit que c'est les gouvernements, on dit qu'ils ne sont pas de l'avant, mais les standards de soins, tout de suite, mettent qu'on ne peut pas faire de transition physique avant l'âge de 18 ans. Donc, ou 18, l'âge de majorité, que ce soit alentour du monde, que ce que ça peut être. Donc, ce n'est pas nécessairement juste les gouvernements, c'est les professionnels de la santé aussi. Là, on a besoin d'avancer. Ça fait que, là, je ne sais plus ce qu'était la question, puis je m'en vais. Mais en tout cas, mais je sais que j'ai moi-même besoin tout le temps de me questionner, puis tout le temps essayer d'y penser. Puis moi aussi, l'acronyme, le langage change tellement souvent. Puis moi, je commence à être un dinosaure, moi aussi. Là, j'ai dans les 50 ans, moi. Là. Ça fait que c'est comme, il faut tout le temps faire de l'avant, lire à des choses comme ceci. J'apprends beaucoup des patients. Puis j'essaie tout le temps de me dire, je vais être le plus ouvert que je peux avec la personne qui est devant moi. Puis en me disant que si je fais des erreurs, ils vont me pardonner. Parce que j'essaie. Comme j'essaie, puis je demande, je vais donner mes excuses si je comprends pas, puis je vais leur dire, comme, dites-moi, là, time out, Louise, comme, t'as vraiment pas guetté ça, là, comme, tu sais, ça fait, puis faut continuer à faire ça. Ouais. Absolument. Moi, je trouve, pour comme un côté non-binaire, c'est beaucoup plus comme les stéréotypes. C'est qu'on met comme, oh, l'homme, tu sais, change les tires, tu sais, ils peuvent, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, la femme qui cuisine, tout ces typical stéréotypes-là. Especially pour quelqu'un qui est non-binaire, puis sur le côté fluide, que une journée, je pourrais plus masculin, plus féminine. Je trouve que les stéréotypes, c'est comme un gros blocage que les gens nécessairement veulent pas mettre, mais comme c'est quand même là. Puis moi, je trouve que c'était un gros problème, especially quand j'étais après d'essayer de figure out qui ce que j'étais, puis je croyais que j'étais trans homme, puis que j'étais après de faire la transition. Puis je me disais, ben OK, tu sais, je dois être un homme parce que je sais comment changer un tire, je sais comment changer l'huile, c'est toutes ces affaires-là. Mais ensuite, tu viens te poser, mais c'est pas ça qui fait un homme être un homme. Faut que tu te demandes après un bout de ce qui fait être la personne. So, pour moi, c'était un gros comme challenge avec, mais là, tu sais, je suis une personne courte, je suis pas bien haut, là. J'ai eu quelqu'un me demander une fois, « Ah, c'est ton garçon, ça? » Puis non, c'était ma blonde, là, comme, tu sais. C'est vraiment comme toutes sortes de problèmes de même, je trouve, aussi avec, comme, au niveau société, puis avec, comme, les stéréotypes, ça, ça peut être comme un gros challenge personnellement, là. Mais au bout de la journée, il faut que tu te dises, ben, comme, tu sais, enough is enough, puis je suis qui ce que je suis, puis c'est pas un label qui va faire la différence de qui ce que je suis ou pas. Absolument. Est-ce qu'on aurait d'autres questions de la part du public? Oui? Moi, je suis Janice Leblanc, je suis la mère de Samuel. Et puis, juste pour vous dire à quel point je me compte chanceuse, parce que moi, je suis venue 5 ans passés, quand le tout a commencé, puis j'ai eu la chance de parler de notre histoire. Puis à ce moment-là, je pleurais à chaudes larmes, puis c'était la première fois que j'avais la chance de raconter notre histoire. Puis 5 ans après, je vois Samuel qui est assis, puis qui est porte-parole, puis qui a cheminé grâce à nous autres, sa famille, qui, malgré on l'a laissé souffrir,
il a pu cheminer, il a grandi à travers tout ça. Il est devenu une personne très, très fière, très confiante, ce qu'il n'était pas avant. Puis grâce à Samuel et grâce à mon rôle comme enseignante de maternelle, je peux vous confirmer que j'ai changé et j'apporte plein de ressources à mon école, moi aussi, pour qu'on puisse en parler dans nos salles de classe. J'enseigne la maternelle, puis c'est déjà « dis-moi qui tu es, puis je t'aime comme ça. C'est ton super pouvoir, puis on t'aime exactement comme tu es. » Puis je me compte chanceuse d'être la mère de Samuel, puis c'est grâce à lui que j'ai pu cheminer à travers de tout ça. Puis je dis toujours que je suis une meilleure personne à cause de lui. Fait que j'aimerais te dire merci, Samuel. C'était pas une question, c'était plutôt un commentaire, mais j'apprécie énormément ce que vous faites. Puis c'est un honneur pour nous d'être ici avec vous autres. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de terminer la discussion d'aujourd'hui. Merci, Janice. Merci à tout le monde d'avoir essayé de participer. C'était très intéressant, très instructif. Vous me rendez très heureux d'avoir le travail que j'ai aujourd'hui. Donc, merci. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, on a encore des activités qui s'en viennent. Ce soir à 19h, d'Oulise de Caraquette, on a le trivia de LGBTQIA+. On pratique, on l'a après un bout. Puis on a aussi, bien sûr, ce soir, le show d'artistes drag des Queens Aqui-Rocket qui est à 22h au Carrefour de la Mer de Caraquette. Je crois qu'il reste encore des billets. Tous les détails sur le site web acadilove.ca. Merci beaucoup.